C'était un après-midi chaud lorsque Sabrina Wilkins, 11 ans, courait pieds nus dans le jardin. Sa mère était partie travailler pour quelques heures. Sabrina était seule à la maison pour la première fois. La porte-fenêtre était ouverte. Le jardin était paisible. Les oiseaux chantaient. Un chien aboyait au loin. Sabrina dessinait à la craie sur le sol en pierre. Puis elle disparut, sans un bruit, sans dire au revoir. Lorsque sa mère revint quelques heures plus tard, le verre de limonade était encore sur la table. Le téléphone portable était en charge près de la fenêtre. Mais Sabrina avait disparu sans laisser de traces. La police lança l'une des plus grandes opérations de recherche que la petite ville ait jamais connue. Mais les années passèrent et Sabrina resta introuvable. Jusqu'à ce que 15 ans plus tard, un garde forestier découvre une cabane abandonnée au fond d'une forêt. Et ce qu'il y trouva changea tout. Tout cela dans ce documentaire, c'était le 17 juillet, un mardi, en plein milieu des vacances d'été. L'air était immobile au-dessus des jardins de la petite banlieue de Lakefield, un endroit tranquille situé quelque part dans les contreforts de l'État du Michigan. Sabrina Wilkins avait 11 ans. C'était une enfant qui aimait dessiner, grimper aux arbres et passer des heures à dessiner à la craie sur la terrasse. Ce jour-là, sa mère, Evelyn Wilkins, travaillait tard dans la pharmacie voisine. Ce n'était pas la première fois que Sabrina restait seule à la maison pendant quelques heures. Elle était mature pour son âge, responsable, et elle connaissait les règles. Fermer les portes à clé, ne laisser entrer aucun inconnu, appeler si elle avait peur. Ce jour-là, se souvient sa mère, Sabrina était de bonne humeur. Elle voulait terminer un mandala qu'elle avait commencé la veille. Evelyn quitta la maison vers midi. La porte-fenêtre était ouverte à cause de la chaleur. Seule la moustiquaire était fermée. Vers 6 heures, Evelyn appela depuis son travail. Pas de réponse. Mais ce n'était pas inhabituel. Sabrina mettait parfois son téléphone en mode silencieux ou l'oubliait dans la maison. À 19 heures, Evelyn rentra. Dès qu'elle s'approcha de la maison, elle sentit que quelque chose n'allait pas. La porte d'entrée était ouverte. Aucun bruit ne provenait de l'intérieur. Elle appela « Sabrina ?» Pas de réponse. Dans la cuisine, il y avait un verre de soda à moitié vide. Une tartine était posée sur une assiette, intacte. Le téléphone portable de sa fille était sur la table. Tout était calme dans le jardin, mais Sabrina avait disparu. Evelyn pensa d'abord que sa fille était être allée chez une amie, être chez Julia, être chez Maya, mais personne ne l'avait vue. Une voisine dit avoir vu une voiture dans la rue vers 15h30. Une voiture noire aux vitres légèrement teintées. Elle n'y avait pas prêté attention. Le jardin ne présentait aucun signe de lutte. Pas de chaises renversées, pas de vêtements déchirés. Seules 2 choses ont attiré l'attention plus tard. Premièrement, une barrette rose qui gisait au milieu de l'herbe, alors que Sabrina la portait encore le matin. Et deuxièmement, une canette écrasée, dont l'origine n'a pas pu être déterminée. À 20 heures, Evelyn a appelé les secours. Quelques minutes plus tard, les premiers policiers sont arrivés. Ils ont interrogé la mère, les voisins, les amis. Une voiture de patrouille a parcouru les environs, sans résultat. À 21 heures, les premières recherches organisées ont commencé. Lampe de poche, chien, bénévoles. Mais vers minuit, une chose était claire. La fillette avait disparu, et personne ne savait où elle était. Pas un cri, pas un bruit, pas une trace, seulement des portes ouvertes. Et une question qui allait hanter les 15 années suivantes, où est Sabrina? Au petit matin du 18 juillet, les environs de la maison sont fouillés de fond en comble. Les forces de l'ordre marquent chaque recoin du jardin, chaque haie, chaque parterre. L'espoir est que Sabrina se soit cachée, qu'elle se soit enfuie quelque part. Sur un coup de tête, les enfants font parfois cela. Mais très vite, une chose est claire. Il n'y a aucun indice laissant penser à un accident.
Aucune empreinte de pas ne mène hors du jardin. Aucun vêtement n'est accroché à la clôture. La pelouse ne présente aucune trace de frottement, aucune empreinte suspecte. Un chien pisteur aboie brièvement à l'arrière du jardin, près d'un pommier. Mais l'odeur s'estompe après quelques mètres, à la limite du terrain. C'est là que se termine la surface pavée. Derrière, commence un chemin public qui longe le lotissement et mène à la route départementale. Les enquêteurs interrogent les voisins. Presque tous avaient ouvert leurs fenêtres à cause de la chaleur, mais personne n'a rien entendu. Pas de cris, pas de voix. Seule une femme de la maison voisine se souvient d'un léger bruit de moteur qui est passé devant la fenêtre ouverte de sa chambre vers 3h15. Elle a pensé que c'était le service de livraison. Une autre voisine, qui promenait son chien, a signalé avoir vu un véhicule sombre dans l'allée des Wilkins. Il n'était pas à sa place. En regardant, elle a vu un homme sortir du côté passager. Il portait une capuche, alors qu'il faisait près de 30 degrés. La police note l'information et demande des détails, mais elle ne parvient pas à reconnaître la plaque d'immatriculation. Il ne reste que cette impression. La voiture était noire, un modèle ancien, peut être un break. Dans la chambre de Sabrina, tout est à sa place. Le lit est fait, le livre de coloriage est ouvert sur le bureau. Son crayon préféré, turquoise avec une petite tête d'ours, est posé sur le rebord de la fenêtre. Les enquêteurs notent. Aucun signe de départ volontaire. Aucune note. Aucun sac à dos ne manque. Aucune chaussure n'a été emportée. Sabrina n'était manifestement pas en route pour aller quelque part. Elle a été surprise ou enlevée de manière ciblée. Un enquêteur écrit dans son rapport « Le jardin semble paisible, presque intact, et pourtant c'est le dernier endroit où une enfant vivante a été vue. La mère est à nouveau interrogée. Elle maintient sa déposition. Sabrina n'était pas imprudente. Elle n'avait pas de contact avec des étrangers, se méfiait des inconnus et ne faisait confiance à personne sans raison. Mais la police n'écarte aucune piste, pas même celle selon laquelle la fillette aurait suivi quelqu'un qu'elle connaissait, ou quelqu'un qui l'aurait convaincue qu'elle pouvait le faire. La journée s'écoule, ponctuée de questions, et d'un premier pressentiment. Il ne s'agit pas d'une simple disparition, car ce jardin ne révèle rien. Et c'est précisément ce qui est inquiétant. 2 jours après la disparition de Sabrina, un homme du nom de Paul Brenner se présente au poste de police. Il habite 3 rues plus loin, est âgé d'une 60aine d'années et est facteur à la retraite. Le jour où Sabrina a disparu, il promenait son labrador, comme tous les après-midi. Il empruntait un petit chemin qui longeait le lotissement, passant devant les jardins des maisons, dont celui de la famille Wilkins. Vers 3h30, il remarqua quelque chose d'inhabituel. Un homme se tenait près d'une clôture, juste derrière la propriété des Wilkins. Il portait une casquette de baseball foncée, des lunettes de soleil et un t-shirt gris. Il était légèrement penché en avant, appuyé des 2 mains sur la clôture. Le chien a aboyé, l'homme s'est retourné et s'est éloigné rapidement en direction du sentier. Paul a trouvé cela étrange, mais n'y a pas prêté plus attention. Ce n'est qu'après avoir appris la disparition de Sabrina qu'il s'est souvenu de cette rencontre. Les enquêteurs écoutent son témoignage, mais c'est déjà le 3e jour. Le chemin emprunté par l'homme à l'époque a été parcouru à plusieurs reprises. Il n'y a aucune trace, aucune caméra à proximité, aucune plaque d'immatriculation, aucun visage. L'indice est noté, mais n'est pas suivi. La police a désormais recueilli plus de 20 témoignages, et beaucoup sont vagues, contradictoires ou tardifs. Mais ce que personne ne sait, c'est que l'homme que Paul Brenner a vu est déjà apparu une fois dans le passé. Dans une autre ville, à 1 heure de route. Là aussi, un enfant avait disparu. Là aussi, un témoin a décrit une casquette sombre, des lunettes de soleil, un langage corporel, discret mais présent. Ce lien ne sera remarqué que plusieurs années plus tard. À ce moment-là, au début de l'enquête, la déclaration passe inaperçue. Elle se perd dans la montagne de procès-verbaux et de rapports. Paul Brenner rappelle 3 semaines plus tard.
Il demande si sa déclaration a été utile. On lui répond qu'elle a bien été enregistrée, mais qu'on ne peut rien faire de plus pour l'instant. Il raccroche et dit à sa femme une seule phrase. « Je crois que j'ai vu l'homme qui a enlevé la petite fille. » Mais à ce moment-là, les recherches ont déjà pris une autre direction. La police se concentre désormais davantage sur l'entourage familial. Car parfois, selon la version officielle, le mal est plus proche qu'on ne le croit. 3 jours après la disparition, l'histoire commence à changer dans la petite ville. Une enfant disparue devient une affaire publique. Les chaînes de télévision arrivent, les reporters se pressent devant la maison des Wilkins, les voisins accrochent des affiches sur lesquelles on voit le visage de Sabrina en gros plan, accompagné de la mention « Qui l'a vue ?» La mère apparaît lors d'une conférence de presse. Sa voix tremble, elle tient une photo de sa fille dans ses mains. Elle dit « Sabrina, si tu entends cela, je t'attends ici. S'il te plaît, rentre à la maison. » Les gens réagissent avec compassion, les premiers jours. Mais ensuite, quelque chose bascule. Un journaliste pose des questions sur le père. Pourquoi n'est-il pas là? Pourquoi ne le voit-on pas aux côtés de la mère? David Wilkins, le père de Sabrina, ne vit plus avec sa famille depuis 2 ans. La séparation s'est déroulée dans le calme, mais les contacts sont distants. Lorsqu'il accorde une interview, il semble froid, sans émotion. Il dit « Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'espère qu'elle est en vie. Je ne peux pas en dire plus. » Ces mots se répandent. Et avec eux, les spéculations. Des messages apparaissent sur les forums Internet. Pourquoi le père ne verse-t-il pas une larme? Pourquoi semble-t-il si maître de lui? A-t-il quelque chose à cacher? La police doit réagir. David est interrogé. Il dit qu'il travaillait au moment des faits, dans un garage automobile situé à 14 km de là. Son patron le confirme. Il y a un tampon sur la feuille de présence. Mais cela suffit-il? Les enquêteurs ne sont pas d'accord. L'un d'eux note dans son rapport. Le père semble crédible, mais étrangement indifférent. Rebecca, la mère de Sabrina, commence à s'effondrer. La recherche commune de l'enfant se transforme en accusation mutuelle. Elle dit à une amie « Il aurait pu l'emmener. Je ne sais pas. Je ne veux pas y croire. Mais je ne le connais plus. » David ne dit plus rien en public. Il se retire. La famille, qui n'existait déjà presque plus, se désagrège définitivement. Et tandis que les journalistes sont toujours devant la maison et que les caméras sont braquées sur l'allée, les jours passent, sans aucune trace, sans aucune nouvelle, sans aucun espoir. Sabrina reste introuvable. Et pour la première fois depuis sa disparition, sa mère se pose la question. Et si elle n'était plus en vie? De plus en plus désespérés, les enquêteurs élargissent leurs recherches. Ils reviennent sur leurs pas, vérifient des personnes qui n'avaient été que brièvement mentionnées auparavant. 3 hommes retiennent leur attention, tous ayant un lien avec la rue, le quartier ou la famille, et tous racontent une histoire qui n'est pas tout à fait vraie. Le premier est Martin Galser, 45 ans, qui habite au bout de la rue, à quelques maisons des Wilkins. Il est célibataire, au chômage, solitaire. Les voisins disent qu'il fait rarement ses courses, évite les conversations et photographie parfois les oiseaux dans son jardin avec un appareil photo à long objectif. Les enquêteurs l'interrogent. Il dit qu'il était chez lui cet après-midi-là, qu'il dormait. Mais le détecteur de mouvement de son garage a enregistré plusieurs mouvements entre 14H et 6H. La caméra installée dans l'entrée a été démontée par hasard cette semaine-là. Kelser dit qu'il voulait réparer le câble. Les enquêteurs le notent, mais il n'y a aucune preuve de son implication. Seulement un mensonge qui semble suspect. Le deuxième homme s'appelle Daniel Voss, une connaissance éphémère de la mère de Rebecca. Ils étaient en contact depuis quelques mois, une relation superficielle. Rien de sérieux. Mais Daniel s'intéressait beaucoup à Sabrina. Il lui avait offert un cadeau à l'insu de sa mère, un petit lapin en peluche, soi-disant par gentillesse. Daniel est interrogé. Il affirme qu'il se trouvait dans une autre ville le jour de la disparition de Sabrina. Mais la vérification de son alibi pose problème. L'adresse qu'il donne n'existe pas.
le ticket de caisse qu'il présente est établi à un autre nom. Lorsqu'on l'interroge à ce sujet, il interrompt la conversation. Son avocat explique plus tard que Daniel a menti par peur. Là encore, aucune preuve, pas d'ADN, seulement des incohérences. Le troisième est un travailleur migrant. Son nom est inconnu, son surnom est Tommy. Il avait travaillé plusieurs fois pendant l'été sur un chantier à proximité. Il dormait parfois dans sa camionnette, qui était garée par hasard à seulement 3 rues de là cet après-midi-là. Les témoins le décrivent comme sympathique, mais inquiétant. Une fille du quartier affirme qu'il lui a demandé une fois de lui indiquer le chemin pour aller au terrain de jeu. La police tente de le retrouver, mais Tommy disparaît. La camionnette est retrouvée abandonnée quelques semaines plus tard, vide, propre, sans aucune trace. 3 hommes, 3 mensonges possibles, 3 pistes qui mènent à une impasse. Les enquêteurs sont face à un dilemme. Chacun des 3 correspond d'une manière ou d'une autre. Mais aucun ne correspond clairement. Et tandis que tous les regards sont tournés vers ces hommes, il y a quelque chose que personne ne remarque, un petit lapin en peluche. Un cadeau qui n'était pas fait par gentillesse. Et qui réapparaîtra plus tard, de nombreuses années plus tard, dans une cabane abandonnée. Un indice qui a été négligé trop tôt, et qui a dû rester secret pendant trop longtemps. Fin octobre, soit plus de 3 mois après la disparition de Sabrina, un cueilleur de champignons fait une découverte inhabituelle dans une forêt près de la ville. Entre les feuilles humides et les branches tombées, il trouve un petit morceau de tissu rose pâle, orné de minuscules fleurs, déchiré et couvert de saleté. Au début, l'homme pense à des déchets, peut être un vieux chiffon ou un morceau de rideau. Mais en y regardant de plus près, il se rend compte qu'il s'agit d'une robe, enfantine, minuscule et étrangement familière. Il apporte sa trouvaille à la police. Elle y est examinée, photographiée, séchée avec précaution. On demande à la mère de Sabrina de regarder la robe. Lorsqu'elle la voit, elle se fige. Elle ne dit qu'une seule phrase. C'était sa poupée préférée. Sabrina avait une poupée qui s'appelait Mia, avec des boucles brunes et une robe rose. Cette robe était très importante pour elle. Elle l'emportait partout avec elle. Et c'est précisément cette robe qui se trouve maintenant au laboratoire. La police lance immédiatement de nouvelles recherches. Plus de 50 personnes ratissent la forêt. Des chiens, des drones, des bénévoles. On trouve des os d'animaux, un vieux vélo, un thermos, mais aucune trace de Sabrina. Pas de sang, pas de cheveux, pas de vêtements, rien. Un jeune enquêteur pose la question. Pourquoi une robe de poupée se trouve-t-elle au milieu de la forêt? Et comment est-elle arrivée là? La mère affirme que Sabrina n'aurait jamais emporté la robe hors de la maison. Elle était toujours dans la chambre d'enfant, avec la poupée. Cela signifie que quelqu'un l'a prise et l'a déposée là. Peut être pour détourner l'attention, peut être pour envoyer un message. Mais la piste ne mène nulle part. Après 3 jours, les recherches sont abandonnées. La robe est archivée, le dossier s'épaissit et la forêt reste silencieuse. Plus tard, bien des années plus tard, un expert médico-légal déclarera dans une interview « À l'époque, nous avons cherché au bon endroit, mais pas assez profondément et pas au bon moment, car ce qui était caché là-bas dormait encore et attendait d'être découvert. Les années passent, les semaines deviennent des mois, les mois deviennent des années. L'affaire Sabrina disparaît des gros titres. Les affiches jaunissent sur les lampadaires. Les photos encadrées disparaissent peu à peu des fenêtres. Les médias n'en parlent plus que sporadiquement, lors des anniversaires, des rediffusions, lorsqu'il y a des parallèles avec d'autres affaires. Les dossiers d'enquête sont rangés dans une grande armoire grise dans la cave du commissariat. Officiellement, l'affaire reste ouverte, mais personne ne travaille plus activement dessus. Rebecca Wilkins reste à Lakefield. Elle démissionne de son poste à la pharmacie et se renferme de plus en plus sur elle-même. Le jardin envahit la propriété. La table où Sabrina s'asseyait reste intacte. Son coussin préféré, celui avec les petites étoiles, est toujours sur la chaise. David Wilkins, le père, déménage dans un autre État. Il se remarie
et a un fils. Dans les interviews, il ne parle plus de Sabrina. Sa nouvelle famille évite le sujet. Mais les traces restent. Pas dans les dossiers, dans les pensées, dans les rêves. Rebecca se rend régulièrement à l'église. Elle ne parle à personne. Elle s'assoit au dernier banc, allume un cierge, regarde devant elle, sans dire un mot, sans bouger. Un jour, après l'un de ses offices, elle dit doucement à la pasteur « Je crois que je l'entends parfois. Quand il pleut, tout doucement. » La pasteur ne pose pas de questions. Au fil des ans, un seul homme continue de s'intéresser à cette affaire. Le détective Ed Harmon, aujourd'hui à la retraite, qui était autrefois chargé de l'enquête. Il a un carton sur lequel est écrit « Sabrina Wilkins ». À l'intérieur, des impressions, des photos, des cartes, des notes, des articles de journaux. Il ouvre le carton chaque jour de l'anniversaire de Sabrina. Il relit les mêmes rapports encore et encore. Et à chaque fois, il pense avoir manqué quelque chose. « Nous l'avons laissé tomber », dit-il un jour à un collègue, en prenant congé. « Elle avait 11 ans, et nous avons été trop lents. » Personne ne répond. Car que dire? La culpabilité est silencieuse, mais elle reste à deux. C'est une fin d'après-midi, mi-septembre, 15 ans après la disparition de Sabrina. La forêt, à 60 km au nord de Lakefield, est calme, presque déserte. Un homme du nom de Travis Holt s'y promène. La cinquantaine, forestier, il est en route pour vérifier un ancien appareil photo de chasse. Le chemin le mène dans une partie reculée de la forêt que presque personne ne connaît. Là, cachée entre des sapins et des arbres tombés, se trouve une cabane abandonnée. Penchée, en bois, avec un toit effondré. La plupart des gens ne l'auraient pas remarqué, mais Travis veut s'assurer qu'aucun animal ne s'y est installé. En s'approchant, il s'arrête brusquement. Un bruit provient de l'intérieur. Il pense d'abord à un oiseau, être un blaireau, mais il l'entend à nouveau, sourde, grattant. Un gémissement. Il appelle. Pas de réponse. Il s'approche prudemment de la porte et l'ouvre. Il fait sombre à l'intérieur. Tout est recouvert de poussière. De vieux cartons, un matelas, une table effondrée. Et dans le coin le plus reculé, quelque chose qui ressemble à un lit de fortune. C'est là que Travis Holt trouve des os. Pas beaucoup. Petits, fragiles. À côté, des morceaux de tissu. Un lapin en tissu, gris, avec une seule oreille. Et un bracelet, rose, avec des lettres gravées. Sabrina. Travis appelle immédiatement les secours. Lorsque la police arrive, la cabane est bouclée dans un large périmètre. Les experts légistes examinent chaque centimètre carré. Ce n'est pas un abri pour animaux, ni un affût de chasse. C'est un endroit où quelqu'un a vécu, ou a été retenu prisonnier. La police parle de restes humains, des vêtements, des jouets et un sac à dos avec des écussons pour enfants. Le soir même, Rebecca Wilkins est informée. Elle se tient sur son porche lorsque 2 agents sortent prudemment de la voiture. Ils ne disent pas grand-chose. Juste, nous pensons avoir retrouvé votre fille. Rebecca ne dit rien. Elle s'assoit sur la marche et se met à trembler. 15 ans après le jour où un jardin est resté vide, Sabrina est de retour. Pas vivante, mais retrouvée, et ce qui se trouvait dans cette cabane n'était que le début. Les restes humains sont transportés dans un laboratoire médico-légal situé à environ 2 heures de Lakefield. Une équipe spéciale, habituée à travailler sur des découvertes vieilles de plusieurs décennies, se charge de l'examen. Ce qu'ils y trouvent bouleverse même les enquêteurs, pourtant habitués à voir des choses horribles. Les os proviennent sans aucun doute d'un enfant de sexe féminin, âgé de 10 à 12 ans. L'échantillon d'ADN est comparé à un ancien échantillon de salive de Sabrina, prélevé des années auparavant lors d'un examen scolaire. Le résultat est sans équivoque. Les restes appartiennent à Sabrina Wilkins. La cause du décès ne peut être déterminée avec certitude. Le crâne présente une fine fracture, probablement causée par un objet contondant. Les côtes sont partiellement cassées,
Mais il est impossible de dire si cela est dû à un acte de violence ou à la décomposition. Dans la cabane, les enquêteurs trouvent des traces de sang sur les lattes de bois. Il y en a également sur une couverture cachée sous le lit. Dans une fissure du mur, on découvre un morceau de tissu dans lequel se trouve un cheveu. Ce cheveu est long, foncé et masculin. La comparaison ADN réserve une surprise. Il y a une correspondance dans la base de données. Le nom, Dennis Rourke. Il y a 15 ans, il était enregistré près de Lakefield. À l'époque, il avait été brièvement interrogé parce qu'il travaillait comme aide dans une entreprise de démolition dans la rue des Wilkins. Il avait alors déclaré n'avoir jamais vu Sabrina et n'être resté que quelques jours en ville. Les enquêteurs de l'époque l'avaient cru. Il n'y avait aucune raison de poursuivre les investigations. Mais aujourd'hui, son ADN se trouve dans la cabane. Rourke vit désormais dans un autre état et travaille comme mécanicien. La police le contacte immédiatement. Il se montre calme, presque surpris. Il dit « Je ne me souviens pas. Je ne suis jamais allé dans cette cabane. » Mais les indices parlent un autre langage. Un cheveu, une empreinte de fibre sur le plafond et une branche de lunettes trouvée sous la planche du plancher. Exactement le même modèle que celui que Rourke portait à l'époque. Un enquêteur dira plus tard « C'était comme s'il n'avait jamais cru que cet endroit serait découvert un jour. » La police l'interroge à nouveau. Il reste silencieux, puis il pose une question en retour. « Et si je n'étais pas seul ?» Une phrase qui change tout. Car soudain, un nouveau soupçon plane. Sabrina n'aurait pas été retenue par une seule personne, mais que quelqu'un était au courant, avait gardé le silence, voire l'avait aidé. Après une première inspection de la cabane, les enquêteurs reviennent sur les lieux. Ils veulent examiner minutieusement chaque morceau de bois, chaque planche, chaque mur. L'un des agents remarque alors une irrégularité sur le mur du fond. Le bois sonne creux lorsqu'il le tapote avec sa lampe de poche. Un petit clou dépasse en biais, derrière lequel se trouve une fissure dans le bois. Il retire les planches avec précaution. Derrière, une deuxième pièce s'ouvre, à peine plus grande qu'un débarras. Pas de fenêtre, pas de câble électrique, seulement un matelas fin posé à même le sol et une pile de caisses. Dans les caisses, un écran, une vieille caméra vidéo et plusieurs cassettes vidéo poussiéreuses. L'air dans la pièce est vicié, sec, presque artificiellement calme. Un enquêteur murmure. Ce n'était pas un endroit où vivre, c'était un cachot. Le matériel est examiné dans le laboratoire. La caméra ne fonctionne plus, mais la plupart des cassettes sont lisibles. Ce que les enquêteurs y voient dépasse l'imagination. Des voix d'enfants, une main qui apparaît à l'image, des scènes tournées dans la cabane, reconnaissables à la structure des murs. Sur l'une des images, on voit Sabrina assise dans un coin, le regard baissé. Elle est sale, maigre, épuisée. La vidéo n'est pas datée. On n'entend qu'un léger bourdonnement, mais son visage est reconnaissable. Il n'y a aucun doute. Sur une autre cassette, un autre enfant, inconnu, une fille âgée d'environ 10 ans. Elle aussi est assise sur le même matelas. Les enquêteurs figent l'image. Ils lancent une recherche dans la base de données nationale des personnes disparues. La deuxième fille est identifiée 2 jours plus tard. Elle avait 8 ans et avait disparu il y a 8 ans dans un état voisin. Son cas n'a jamais été élucidé non plus. Une chose est sûre. Sabrina n'était pas la seule victime. La cabane n'était pas le fruit du hasard. Elle faisait partie d'un plan plus vaste. Et cela signifie que Dennis Rourke a menti, ou qu'il n'était qu'un simple complice. Un complice. Ou bien, il n'était pas le seul à connaître cette porte. Grâce aux nouvelles découvertes faites dans la cabane, les enquêteurs interrogent à nouveau Dennis Rourke. Ils le confrontent aux images vidéo, à la deuxième pièce, à la cassette sur laquelle on voit Sabrina. Mais Rourke ne dit rien. Pas d'aveu, pas d'explication. Juste une phrase. Je n'étais pas seul. Les enquêteurs passent désormais au crible tout son entourage. Anciens amis, collègues, anciens colocataires, l'un d'eux retient particulièrement leur attention. Roy Kelmer. La cinquantaine, électricien, plusieurs condamnations pour cambriolage
et coups et blessures. À l'époque, il y a 15 ans, Kelmer avait déclaré se trouver dans un autre état au moment des faits. Son alibi, il travaillait sur un chantier de rénovation à plusieurs heures de route. L'adresse existe bel et bien, mais l'entreprise a fait faillite à l'époque et personne ne peut confirmer que Kelmer s'y trouvait. Un ancien plan de chantier, que les enquêteurs trouvent par hasard dans un débarras, contient une liste de noms et de coordonnées. Roy Kelmer y figure, mais avec une annotation « ne s'est pas présenté, remplacement demandé ». Cela signifie que son alibi n'a jamais été valable. La police passe au peigne fin son ancienne propriété, vendue peu après la disparition de Sabrina. Le propriétaire actuel autorise la perquisition. Derrière un revêtement mural dans le garage, il trouve une boîte métallique. À l'intérieur, des effets personnels. Un vieux trousseau de clés, une lampe de poche, un couteau de poche et une carte d'étudiant. La carte est ancienne, légèrement sale, mais clairement lisible. Le visage dessus. Sabrina. Le nom, la date de naissance, le logo de l'école primaire. Tout correspond. Les enquêteurs ne peuvent pas dire exactement quand Kelmer est entré en possession de la carte, mais le fait qu'il l'ait conservée, cachée, pendant toutes ces années, est une preuve suffisante qu'il en savait plus. Dans un bloc-notes, également trouvé dans la boîte, se trouvent des indications de lieux, des dates griffonnées, des chiffres, des noms de lieux. L'un d'eux est Cabane, semaine 3. Pour les enquêteurs, c'est clair, Kelmer était dans la cabane. Il connaissait l'endroit. Il en faisait partie. Mais lorsqu'il est interrogé, il se contente de répondre « Je ne me souviens de rien ». Il refuse toute déclaration. Et sans aveu, sans preuve formelle de sa présence au moment du crime, cela reste une simple suspicion. Mais les visages des enquêteurs trahissent depuis longtemps ce qu'ils pensent. La cabane avait été planifiée, le lieu avait été préparé, et Sabrina ne s'était pas retrouvée là par hasard. Elle avait été choisie, retenue et oubliée par des personnes qui avaient un alibi, qui s'effondre depuis longtemps. En rangeant son garage, Rebecca Wilkins tombe sur un vieux carton, poussiéreux. Il n'a pas été ouvert depuis des années. À l'intérieur, des cahiers, des photos, une boîte avec du matériel de bricolage et un petit magnétophone portable avec haut-parleur intégré. À côté se trouve une cassette sur laquelle est inscrit le nom de Sabrina. Rebecca reconnaît immédiatement l'appareil. Il se trouvait autrefois dans la cuisine. Sabrina l'utilisait parfois pour enregistrer des messages à l'intention de sa mère. Elle s'assoit, insère la cassette et appuie sur « Play ». Un léger grésillement, puis une voix familière. Sabrina. Elle parle lentement, comme si elle jouait à un jeu. « Maman, je suis dehors. J'ai mis mes chaussures. Je crois qu'il y a quelqu'un ici. » Puis, un léger bruit métallique en arrière-plan. Des pas? Un coup de vent? Sabrina continue à chuchoter. « Je suis dans le jardin. Je ne m'en vais pas, promis. » Puis silence. Un clic. L'enregistrement s'arrête. Rebecca écoute le message en boucle. Elle tremble. Puis elle appelle la police. Les enquêteurs analysent l'enregistrement. Ils le datent de l'après-midi du 17 juillet, jour de la disparition de Sabrina. Un technicien nettoie la piste audio, filtre les bruits de fond. On entend alors plus clairement un léger grincement, comme l'ouverture d'une vieille porte, et un mot, presque incompréhensible, mais bien là, doucement, chuchoté, profondément, par un homme. La cassette est vieille. Elle n'a jamais été effacée, jamais réenregistrée. Et elle contient les derniers mots d'une jeune fille qui se tenait dans son propre jardin et savait que quelque chose n'allait pas. Les enquêteurs vérifient la voix. Des analyses comparatives sont effectuées, mais aucun résultat concluant. Néanmoins, pour la police, cet enregistrement marque un tournant. Il prouve que Sabrina ne s'est pas enfuie. Elle était dans le jardin. Elle était prudente, et elle savait qu'elle était observée. Et quelqu'un était assez proche pour la forcer à chuchoter. Ces quelques secondes sur la bande sont peu, être le seul moment où Sabrina a pu dire la vérité. Et elle l'a fait doucement,
comme une enfant qui ne voulait être un fardeau pour personne. 5 jours après la découverte de l'enregistrement, une femme se présente à la police. Elle s'appelle Helen Marks. Elle a 80 ans et vit toujours dans la même rue qu'à l'époque. Elle dit avoir gardé le silence pendant des années, pensant que son observation n'avait aucune importance. Mais après les nouveaux développements, elle est convaincue que c'est important. L'après-midi de la disparition de Sabrina, elle était assise dans son salon, la fenêtre ouverte, le regard fixé sur la maison des Wilkins. Vers 3h30, elle a remarqué un mouvement à la fenêtre de la terrasse. Une ombre. Elle a d'abord pensé que c'était Sabrina. Mais ensuite, elle a vu une silhouette, grande, vêtue de noir, avec une casquette ou une capuche. La personne est restée immobile, juste un instant. Puis, elle a disparu de son champ de vision. Helen a pensé que c'était peu, être le père, ou un visiteur. Ce n'est que lorsque la police est arrivée dans la soirée qu'elle a commencé à se sentir mal à l'aise. Mais elle n'a rien dit, de peur de se tromper. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, elle ne peut plus se taire. Les enquêteurs prennent sa déclaration au sérieux. Ils lui montrent des photos de plusieurs personnes, dont Dennis Rourke et Roy Kelmer. Helen hésite. Puis, elle désigne Rourke. C'était lui. Peu, être avec une barbe. Mais la posture, les épaules, ça correspond. Ce n'est pas une preuve, mais un indice supplémentaire. Que quelqu'un était là cet après-midi-là. Quelqu'un qui n'a pas sonné, qui n'a pas parlé, qui est resté immobile. Et attendez, les enquêteurs reconstituent l'angle depuis lequel Helen dit avoir vu l'ombre. Il correspond exactement à la porte-fenêtre, là où Sabrina se trouvait en dernier, là où elle a appuyé sur « play » et puis a disparu. L'ombre qu'Helen a vue n'était pas le fruit de son imagination. Elle était réelle et peut être la dernière personne à avoir vu Sabrina consciente. Dans les anciens dossiers, un jeune enquêteur tombe sur une adresse mentionnée à plusieurs reprises. Un terrain délabré à la périphérie de Glenbrook, une petite ville située à environ 1 heure de Lakefield. Le terrain appartenait autrefois à l'oncle décédé de Dennis Rourke. Personne ne l'avait jamais fouillé, car il était officiellement vacant depuis des années. Il était enregistré au nom d'une fiducie, difficile à retracer, envahi par la végétation à l'écart de toute route. Les enquêteurs s'y rendent. Le portail est rouillé, la maison derrière est envahie par la végétation. Les fenêtres sont condamnées, la porte d'entrée est fermée, mais non verrouillée. À l'intérieur, ça sent le renfermé. Vieux meubles, moisissures, caisses pourries. Mais à l'étage, ils découvrent une pièce qui semble différente, plus propre, moins délabrée. Des dessins d'enfants sont accrochés au mur, des maisons colorées, des animaux, des personnages aux grands yeux. Dans un tiroir, des photos, floues, jaunies. Sur l'une d'elles, on voit une fillette assise sur un matelas, exactement le même que celui qui a été retrouvé plus tard dans la cabane. Les enquêteurs fouillent le grenier. Dans un coin, ils trouvent une boîte métallique rouillée, fermée par un cadenas. Ils forcent le cadenas. À l'intérieur, une carte, dessinée à la main, un plan de la forêt. Et sur cette carte, un cercle rouge, exactement à l'endroit où se trouve la cabane dans laquelle Sabrina a été retrouvée. En dessous, une note manuscrite. Refuge d'urgence, uniquement en cas de danger. Les enquêteurs ne savent pas exactement ce que signifie cette phrase. Mais une chose est claire. La cabane n'était pas là par hasard. Elle avait été préparée. Peut être depuis des années. Peut être pour d'autres enfants. Peut être pour Sabrina. Et la maison dans laquelle personne ne voulait entrer était le début de tout. Un endroit où quelque chose avait été planifié, en silence, en secret, et personne n'y a prêté attention. Jusqu'à ce qu'il soit trop tard. 2 mois après l'identification des restes, Sabrina Wilkins est inhumée. La cérémonie a lieu à l'orée de la forêt, non loin de l'endroit où se trouvait la cabane. La commune aménage un petit mémorial, une simple croix en bois, à côté d'un banc blanc, derrière lequel se dresse un arbre sur lequel un nom est gravé. Rebecca Wilkins est assise au premier rang. À côté d'elle,
Aucun membre de la famille, aucune caméra, seulement des voisins, d'anciens camarades de classe de Sabrina, dont beaucoup sont aujourd'hui adultes. La mère ne prend pas la parole, mais une lettre qu'elle a écrite est lue à haute voix. Elle dit « Tu as gardé le silence pendant 15 ans. Maintenant, nous t'entendons à nouveau, dans ton petit sourire, dans ta voix sur la cassette, dans ton courage. Tu n'as pas été perdu. Tu as été enlevé. Et tu as été retrouvé. » Les gens pleurent en silence. Mais les enquêteurs sont également présents. 2 d'entre eux, qui ont travaillé sur l'affaire pendant des années, déposent des lits blancs. L'une des personnes présentes murmure « Elle n'a jamais été oubliée. » Et pourtant, personne n'est condamné. Denise Rourke continue de garder le silence. Roy Kelmer refuse de faire toute déclaration. Les preuves vidéo sont accablantes, mais insuffisantes pour prononcer un jugement. L'ADN trouvé dans la cabane est sans équivoque, mais ne peut être relié à un moment précis. L'affaire reste ouverte. Officieusement, elle est considérée comme résolue. Officiellement, non. Le dossier reste dans une pièce séparée. Il est clos, mais pas terminé. Rebecca déclare dans l'une de ses rares interviews « J'ai perdu ma fille, mais j'ai vu le dernier endroit où elle s'est trouvée. Et c'est plus que ce que beaucoup de mères ont jamais eu. La maison de Glenbrook est démolie peu de temps après. La cabane dans la forêt également. De l'herbe pousse à leur place. Un chevreuil passe. Et quelque part dans ce paysage tranquille se trouve un banc avec un nom. Sabrina, 11 ans, enlevée dans son jardin. Retrouvée dans le silence. Et pour toujours dans le cœur de ceux qui continuent de se demander comment cela a-t-il pu arriver? Et qui était vraiment le coupable? Malheureusement, ces questions restent sans réponse à l'heure où nous tournons cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, soutiens-moi en cliquant sur « J'aime » et abonne-toi à ma chaîne. Cela ne te prendra que 5 secondes et m'aiderait beaucoup. À la prochaine.